Mon premier invité est originaire de la Côte-de-Beaupré et bien connu sur la Côte-de-Beaupré. Il séjourne présentement au Mexique. Est-ce qu'il y prendra goût et demeurera de façon habituelle dans les prochains hivers? Allons discuter tout de suite avec Louis Drouin. Moi, je suis originaire de Sainte-Anne-de-Beaupré. J'ai demeuré aussi à l'Ange-Gardien. Ça fait que je connais pas mal de gens sur la côte. Puis je les salue en passant. Là. La plupart des gens qui me connaissent, ben, je fais un beau bonjour. Au Mexique, tu es situé à quel endroit précisément au Mexique? Moi, je suis du côté Pacifique, plus à l'ouest. On appelle où je suis, c'est Mazatlan, qui fait partie de l'État de Sinaloa. Sinaloa est une des États là, qui composent le Mexique. On peut dire que le Mexique a 32 États et Sinaloa fait partie de ces États-là. Et comme on disait, c'est quand même une ville qui ressemble un peu à Québec. Là, je veux dire, au point de vue de la population, on parle d'environ, c'est tout près de 400 quelques mille personnes là, qui habitent Mazatlan. Et sur l'île, je peux dire, ben là, j'ai jamais compté, mais on peut parler d'environ 1000 à 1200 personnes. Et toi, Louis, ça fait combien de temps que tu fais ce séjour-là au Mexique? Depuis combien d'années que tu fais ça? Moi, c'est ma troisième année ici. La première année, je suis venu un mois. J'ai dit, on va aller voir de quoi ça a l'air. La deuxième année, j'ai été ici 2 mois. Et cette année, j'ai dit, tiens, on va vraiment essayer le test final avec le maximum de 6 mois. Et je peux vous dire que c'est très concluant. Je n'ai pas vu grand neige cet hiver. Je suis parti au mois de novembre, comme je disais tout à l'heure. Et j'ai vu un peu de neige, mais ça ne m'a pas fait de peine. Je ne suis pas un gars vraiment arctique beaucoup. De ton côté, Louis, ça veut dire, est-ce qu'on peut parler d'un futur snowbird dans ton cas? Oui, tu peux dire que même les prochains hivers, j'ai déjà réservé pour l'an prochain. Ici, j'ai mon appartement qui est un genre de petit condo et on s'habitue avec les gens. On a notre petite épicerie, les légumes frais, tout ça. Les gens viennent qui nous connaissent. Comme je disais tout à l'heure, il y a peut-être 1000, 1200, 1500, je ne peux pas vous dire exactement de population. Et c'est sûr, c'est augmenté par le tourisme, mais cette année, les bateaux de croisière ne viennent pas, car Mazatlan est réputé pour son port. Il y a beaucoup d'activités en face. Là, je demeure en face du port, mais cette année, il n'y a pas de bateaux de croisière. Probablement qu'ils vont commencer d'ici quelques semaines, début mai. Là. Ton côté, Louis, à ce moment-là, est-ce que ça t'amène à parler espagnol couramment? Comment ça se passe? Disons que je m'améliore, mais je trouve ça difficile parce que quelqu'un m'expliquait que quand tu parles déjà une langue, puis je me débrouille en anglais, je cherche mes mots plus en anglais qu'en français, puis là, c'est difficile. Mais je peux vous dire que je travaille fort, je vous le promets. De toute façon, je n'ai pas le choix. J'ai connu quelqu'un ici, ça fait depuis janvier l'an dernier, là, que j'ai une amie on peut dire qu'on est un couple. C'est pas facile parce qu'elle ne peut pas venir à Québec vu les circonstances, mais elle va venir. On va voir dans le futur qu'est-ce que ça va donner, mais ça va très bien jusqu'à maintenant. D'abord, Louis, est-ce que tu peux nous parler un peu d'une journée typique que tu vis là-bas au Mexique? Ça ressemble à quoi? Ben, écoute, premièrement, ce qui est le fun, tu n'as pas d'heure de lever. Ça fait que le cadran n'existe pas ici. Et comme je te parlais tantôt de mon ami Jacinthe, elle m'a convaincu. Je fais 3 journées semaine d'exercice plus d'1 heure, 1 heure, 1h15. Et je te dirais, après ça, je déjeune, puis c'est de marcher sur la plage qui est incroyable. La plage a environ une dizaine de kilomètres. Il y a à peu près 1 kilomètre, 1,5 kilomètre qui est exploité par des commerces, des restaurants, tout ça. Le reste,
c'est du sable. Et je marche environ, écoute, je ne le fais pas à Québec parce que moi, ça me prend marcher 4 coins de rue, c'est pas moi, là, je vais dans le OK. Vieux-Québec. Mais ici, je marche environ 215-230 km par mois. Je fais tout à pied ici. Je n'ai pas de voiture, j'ai pas même pas une bicyclette. On doit traverser à la ville, à Mazatlan, en bateau. OK. Vous allez pouvoir voir des photos qui sont incroyables. Parce que je suis sur l'île de Pierre qui s'appelle la Isla de la Piedra, qui fait partie de Mazatlan. On dit l'île, mais il y a un chemin terrestre pour se rendre. C'est plus une péninsule, mais les gens disent l'île de Pierre. OK. On a 2 bateaux qui nous amènent sur l'île. Et quand j'ai besoin, je traverse à peu près 5 à 10 minutes en bateau. Puis je m'en vais l'autre côté, il y a des Walmart, il y a toutes sortes de choses. Et il y a aussi la Malécone qu'on appelle. La Malécone, c'est un genre Ils ont aménagé ça pour être en bordure du chemin. Il y a des Malécones partout au Mexique, puisqu'il y a des endroits touristiques. Et je peux dire que c'est de toute beauté, là. Visuellement, c'est incroyable. Ton côté, Louis, au niveau soit de la nourriture, comment ça se passe là-bas au niveau du budget? Est-ce que ça ressemble un peu quand même à ce que tu vis ici au Québec ou qu'est-ce qui est différent? C'est complètement différent. Tu as des ananas frais, c'est incroyable. Et pour la viande, ben, je me rends à Mazatlan, ce qu'ils appellent le centro. Le centro, là, il y en a dans presque toutes les grosses villes là, du Mexique. C'est que tu peux acheter ta viande, tu peux acheter plein de choses, des ceintures, tu peux acheter tout ce que tu peux avoir de Walmart ou quoi que ce soit, là, OK. c'est là. Et c'est toujours frais. Pour te donner une idée, je m'amuse à dire aux gens, là, je me paye des filets mignons de temps en temps avec un pouce d'épais. J'en ai 5 pour à peu près 13 à 15 $. Oui. Ça fait que je peux te dire une chose, si j'achetais ça à Québec, ça serait 40-50 $ facilement. Et tu me disais plus rapidement que les gens là-bas t'ont bien accueilli. Est-ce que tu en rencontres régulièrement des Mexicains là, quand tu fais tes Ben oui, différentes marches? écoute, c'est ma 3e année. Je suis senior Louis ici. Là, puis on a la chance. Là, les Mexicains sont vraiment gentils. C'est des gens là, accueillants. C'est des gens qui savent que tu demeures sur l'île. Donc, ils vont te rencontrer régulièrement. Ils te saluent toujours. Buenos dias, buenas noches quand c'est le soir. C'est vraiment là, un peu... toi aussi, tu viens de Saint-Périol-les-Neiges. Tu sais, quand tu te promènes dans ton village, même si les gens ne te connaissent pas, ils vont te saluer. C'est la même chose ici. Les gens te saluent. Les gens... Écoute, il y a beaucoup de pauvreté ici. Puis les gens se donneraient là, pour t'accueillir chez eux. Là, ça en est gênant parce que tu sais, ils n'ont pas vraiment les moyens. Et les gens là, me disaient que des fois, s'ils ne vendent pas des choses sur la plage, ils ne mangent pas le soir ou très peu. Là. OK. Ça fait que on apprend ici à vraiment apprécier là, ce qu'on a, puis la chance qu'on a vraiment d'être un peu plus fortuné. Quels sont les autres attraits que tu vois là, ou que tu côtoies régulièrement, Louis? Ben, écoute, juste aller se promener sur la Malécone de l'autre côté à Mazatlan, c'est incroyable. Ici, il y a même une petite montagne qui est sur l'île qui s'appelle la montagne des chèvres. Tu as plein de petites chèvres qui sont là que tu peux aller voir. Puis c'est le fun de voir ça. Moi qui n'avais pas vraiment vu de chèvres, des petites chèvres comme ça, à part au zoo. Mais il y a plein de choses, surtout à Mazatlan, qui est une grosse ville. Il y a un endroit qu'on peut monter qui est la montagne du El Faro. Il y a un plancher de verre là-dessus qui s'avance dans la mer. Ça fait que ceux qui ont peur un peu des hauteurs, ce n'est pas l'endroit stratégique pour aller se promener, mais c'est de toute beauté. Tu vois la mer de très loin. Et de l'autre côté, comme je disais à Mazatlan, il y a plein de plages aussi. Il y a beaucoup d'églises ici. Les gens sont très, très, très croyants. Sont un peu moins pratiquants qu'ils étaient, comme on dit, mais très, très, très croyants. Je peux te dire que le dimanche, c'est la journée familiale. Les gens sont vraiment en famille sur les plages, puis
il y a beaucoup de vie là, le dimanche. Et toi, tu es là tous les dimanches, sûrement? Oui, comme toujours, je n'ai pas manqué grand dimanche. Non, jusqu'à maintenant, je continue là, d'être vraiment là, très pratiquant. Ton côté, tu parlais de la belle température. Est-ce que tu as eu à vivre des temps d'ouragan ou ça, c'est un petit peu plus tard dans l'année? Non, ici, vu qu'on est du côté Pacifique, des ouragans, des choses comme ça, même quand je quitte, puis il y a la saison des pluies, écoute, ici, là, la température, c'est magnifique. Je suis arrivé à Culiacan, je suis allé chez ma blonde une couple de semaines, puis je suis arrivé ici le 9 décembre. Et depuis ce temps-là, là, depuis mon arrivée, il a plu 3 fois, Jean. OK. Ça veut dire que la dernière fois qu'il a plu, puis je n'ai pas eu connaissance parce que c'était 15 minutes, c'est Jacinthe qui m'a raconté qu'il y avait eu un peu de pluie en s'en revenant de fêter la Saint-Valentin. Ça a duré 15 minutes, là. OK. Donc, quand il pleut, tu peux être certain que c'est souvent le soir ou la nuit, puis le lendemain, il fait très beau, là. C'est magnifique. On parle d'une température à partir de novembre, décembre, de 22, 23. Puis là, on est rendu là, au mois d'avril. On devrait être dans les 30 degrés là, dans les prochaines semaines. Donc, les gens qui veulent faire du télétravail à partir du Mexique, ça risque d'être une voie d'avenir pour ces gens-là? Bien, comme je disais, il y en a plusieurs qui ont communiqué avec moi, qui préparent leur prochaine saison. Ils voient un peu la chance que j'ai d'être ici. On peut travailler facilement à partir d'ici. Quand tu as une bonne connexion Internet, regarde aujourd'hui, là, je suis capable de te parler sans problème. On peut dire que Mazatlan est rendu et va devenir aussi l'endroit au Mexique, premièrement au point de vue de la sécurité. Ici, je n'ai aucun danger de dire que je vais me faire attaquer ou quoi que ce soit, comparativement à des endroits là, au Mexique où on dit de ne pas aller. Mais écoute, j'ai pas vu aucun crime majeur ici, puis j'ai aucune peur d'aller au dépanneur le soir, même s'il est tard ou quoi. C'est vraiment, vraiment sécuritaire. Puis il en parle quand tu vas un peu sur Google, que Mazatlan est vraiment la destination et la future destination, là, étant donné les bateaux de croisière. Bien, excellent, mon Louis. Donc, un gros merci. Donc, à bientôt, Seigneur Louis. Merci, Jean. Mon deuxième invité est originaire de la France, mais il a aussi habité la Nouvelle-Calédonie. Il est venu s'installer avec sa famille à Beaupré. Allons parler avec Marc Quentin. Je suis originaire de Bretagne, en France. Et tu as séjourné aussi, je pense, en Nouvelle-Calédonie, c'est bien ça? Oui, c'est ça. À la fin de mes études, quand j'avais 25 ans, je suis parti en Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie, c'est un territoire français dans le Pacifique. Donc, j'ai décidé à la fin de mes études d'aller voir un peu du pays, puis j'y suis resté une dizaine d'années, là, 10-12 ans. Et qu'est-ce qui t'a amené, parce que tu l'avais fait donc de passer de la France à la Nouvelle-Calédonie, qu'est-ce qui t'a amené à venir t'installer au Canada, plus précisément dans la région de la Côte-de-Beaupré? Le Québec, en fin de compte, quand on était en Nouvelle-Calédonie, avec ma femme, je dis on, parce que c'est avec ma femme et mes enfants, on était en brousse, c'est-à-dire plus, on va dire, à la campagne. Et pour que les enfants puissent grandir, c'était pas un milieu très développé. Puis souvent, les enfants vont en France faire leurs études. Donc, on s'est dit que dans quelques années, on allait se retrouver tout seul et puis les enfants allaient partir, ça allait être compliqué, etc. Donc, on avait fait le choix de dire, tiens, est-ce qu'on va pas voir ailleurs? Donc, on avait réfléchi à la Nouvelle-Zélande, l'Australie, la France, dont on était originaire, en tout cas pour moi. Et puis, en faisant des recherches et en rencontrant des personnes, le Québec est venu une possibilité. On n'avait jamais été au Québec et on a décidé de faire les démarches au niveau de l'immigration pour venir au Québec. Mais pourquoi la Côte-de-Beaupré? C'est une fois que les démarches ont été faites, qui ont pris quand même 3 ans, j'ai mis une annonce sur Kijiji, comme quoi je recherchais
un logement et quelqu'un de Beaupré m'a répondu. Donc, on est venu s'installer à Beaupré comme ça. Est-ce que, avant de venir, comme tu dis, tu n'avais pas eu l'occasion de visiter le Québec, mais est-ce que tu avais des gens qui habitaient, qui venaient de la France, qui habitaient déjà le Québec que tu connaissais? Non, pas du tout. Non, on a été un peu comme tout le monde sur Internet. J'ai lu quelques livres et puis c'est tout. Là, on s'est lancé comme ça. On a été très bien accueillis ici, donc ça a été très facile pour nous de venir au Québec. C'est vrai que on connaissait rien du Québec, mais bon, on avait fait déjà un premier pas. On avait été en France pendant 1 an et demi vivre avant de venir au Québec. Donc les enfants ont déjà vécu en France 1 an et demi avant de venir ici. Puis l'accueil en France avait été super bien avec les écoles, etc. Puis on s'est dit que pourquoi au Québec ça serait différent. Puis effectivement, ça a été un superbe accueil. On est arrivé, l'école était préparée. On est arrivé pour la rentrée scolaire, parce qu'on est arrivé en juillet ici. Donc les enfants avaient été un peu au camp de vacances, donc ils avaient des connaissances, etc. pour la rentrée scolaire. Puis on a été très vite intégrés dans notre milieu là. Tu parles d'intégration. Est-ce qu'il y a eu des personnes ressources qui vous ont accueillis quand vous êtes arrivé ici au Québec? Je dois dire que pas trop. On n'a pas trop cherché à avoir des personnes ressources. L'accueil se fait d'un point de vue administratif, ça a été très simple. Lorsqu'on passe les étapes de l'immigration, comme nous on a fait vraiment le chemin classique de l'immigration. On arrive ici, on fait nos papiers, le permis de conduire, la carte médicale, etc. C'est vraiment bien fait, bien expliqué. Donc, on n'a pas eu besoin de personnes ressources. Tout ce qui est diplôme, etc., on avait fait ça en amont. On avait fait une évaluation comparative de nos diplômes, donc on savait à quoi s'en tenir. On avait quand même, ça a pris 3 ans, donc on a pris le temps quand même d'aller sur des forums, chatter avec d'autres personnes qui ont fait le chemin, avec des Québécois. On a regardé les offres d'emploi, un peu savoir comment ça se passait, etc. On a travaillé nous-mêmes sur notre CV. Ensuite, c'est sûr que le Carrefour Jeunesse Emploi c'était un lieu très proche, donc on a été les voir pour un peu nous orienter, nous guider vers l'écriture de notre curriculum vitae, puisqu'il y a des différences avec la France. Mais bon, voilà, on n'a pas eu de personnes ressources en particulier. Ça a été plutôt simple de venir. Après, on a eu très vite de nombreuses connaissances à l'aide de nos enfants. Ont été très aussi positifs. Mon fils Théo a fait du hockey en septembre, donc on a tout de suite pu connaître différents parents qui nous ont guidés naturellement dans notre vie au Québec, quoi. Donc ça a été plutôt simple, j'avoue. Tu parles du hockey. Est-ce que tu avais déjà eu des connaissances avec le hockey ici au Québec? Est-ce que tu connaissais un petit peu le sport? Non. Nous, c'est le palais et puis le bâton, là. Non. Nouvelle-Calédonie, l'hiver, les températures, la nuit descendent à 18 degrés. Donc, en Bretagne, il neige une fois tous les 10 ans et il neige le matin et l'après-midi, il n'y a plus de neige. Donc, non, la patinoire, on y allait vraiment très occasionnellement. Mais le hockey, je ne connaissais même pas les règles, rien. Il y en a du hockey en France et en Europe, puisque l'Europe du Nord aussi, tout ce qui est la France au niveau des Alpes, etc., il y a des grosses équipes. Mais voilà, nous, on n'était pas, on connaissait rien au hockey, là. Mais c'est un sport que j'ai vraiment apprécié, surtout avec les enfants, là. Tu parlais tantôt justement de l'intégration au niveau du travail. Est-ce qu'au niveau des équivalences, tu as pu utiliser les diplômes que tu avais obtenus en France? On va dire à moitié. C'est quand même, c'était un peu la déception à arriver au Québec. C'est-à-dire que le Québec nous promettait effectivement une reconnaissance de nos diplômes, mais il nous avait pas parlé que les ordres étaient prioritaires face au gouvernement et donc nos diplômes n'étaient pas reconnus au Québec. Il fallait faire plusieurs démarches pour pouvoir avoir un minimum de reconnaissance de nos diplômes. Donc ça a été un peu la déception parce que je trouve que
c'est un peu désolant de voir que ben, on doit refaire des choses alors les écoles françaises, en plus avec le Québec, il y a beaucoup d'inspiration dans les deux bords, donc l'enseignement se ressemble énormément. Donc c'est vraiment dommage, mais avec mon expérience de travail, j'ai réussi à trouver du travail assez facilement puisqu'on reconnaissait quand même mes compétences. Donc ça a été intéressant. Le seul frein, c'est aujourd'hui dans le secteur public où là, c'est le diplôme qui prime et pas l'expérience. Mais pour Oui, le je comprends. moment, on le vit bien, puis on s'est adapté. Là, c'était pas plus grave que ça. Là. Au niveau de la famille, est-ce que les jeunes se sont bien adaptés? Je vois qu'au niveau de l'école, ça a bien été tout ça, mais pour le reste, la vie sociale, ça s'est bien passé pour eux? Oui, oui, franchement, il y a très peu d'aspects négatifs. Les enfants ont été très bien accueillis. La différence au niveau de la langue, plus au niveau de notre accent, amusait plus que était une contrainte. Donc les enfants ont très bien été accueillis par les enfants québécois. Puis au contraire, pour eux, c'était vraiment très intéressant. Puis non, il y a eu aucun problème par rapport à ça. Au niveau de l'enseignement, nos enfants n'ont pas vu la différence. OK. Ils se sont mis dans le groupe, puis ils ont suivi tout le monde. Puis non, il n'y a pas eu de différence. Ils ont suivi le moule, là, puis ça a été très bien. De votre côté, tu parlais de l'accent que vous aviez quand vous êtes arrivé ici, mais d'entendre l'accent québécois, est-ce que tu as eu à t'adapter de ce côté-là? Ben, non. Non? Non, non, ça m'a jamais. Je sais que ma famille, quand ils venaient ici, trouvait qu'ils avaient c'était compliqué à comprendre, mais non, non, j'ai jamais eu de problème à comprendre. C'est sûr qu'il y a certaines prononciations ou des, des proverbes ou des phrases types. Là, bon, c'est sûr qu'il me fallait une explication, mais rapidement, ça tombait sur le bon sens et puis c'était correct. Puis ça permettait de jaser ensemble et puis et d'en rire, donc il n'y a pas de souci. Les grandes différences que tu vois, Marc, avec la France et le Québec et même la Nouvelle-Calédonie, est-ce que tu peux nous en parler? Ben, franchement, je vois pas beaucoup de différence. OK. La Nouvelle-Calédonie avec le Québec, ben, le climat n'a rien à voir, Tout donc à la fait, oui. façon de vivre n'a rien à voir. Hein. On est en gougoune et en short toute l'année en Nouvelle-Calédonie, donc c'est sûr qu'au niveau de l'habitat, ben, il n'y a pas de chauffage, par exemple, dans les maisons. Et il n'y a même pas d'isolation dans les maisons. À part phonique, OK. ça reste très simple. Mais au niveau de la façon de vivre, c'est la même chose. C'est très proche, je dirais même avec les Québécois. Avec la France, je dirais que c'est quand même très famille, le Québec et la France, ça l'est aussi. Donc il y a beaucoup de ressemblances dans la façon de vivre. Euh, Après, c'est sûr que il y a toujours le mythe de dire ah ben au Québec on est toujours bien accueillis, c'est très sympathique, etc. Mais on a eu un superbe accueil en France quand on est arrivé en Bretagne. Donc, je dois dire que là-dessus, je peux pas donner des différences vraiment énormes parce que on a été très bien accueillis partout où on a été et les gens ont été vraiment sympathiques. Donc, non, la grosse différence, c'est surtout au niveau de l'hiver où il Oui. n'y en a pas en Bretagne comme ici, puis en Nouvelle-Calédonie, il n'y en a pas. Donc, effectivement, mais encore là, on a su s'adapter assez simplement là, et profiter de l'hiver surtout. Aussi, Marc, il n'y a pas tellement longtemps, vous êtes maintenant rendu citoyen canadien. Au niveau des démarches, ça a pris combien de temps pour pouvoir avoir la citoyenneté? C'est, ben, ça change régulièrement. Quand on Ah est oui? arrivé ici, il fallait attendre 5 ans, mais les lois ont changé pendant qu'on était là et il fallait plus que 3 ans. Donc nous, ben, on l'a fait quand la loi a changé, mais nous, ça a pris 4 ans en fin de compte. Et c'est euh, c'est des papiers, hein. Faut remplir des papiers et puis voilà, on doit payer un minimum pour les frais administratifs, etc. Puis après,
prouver qu'on était bien au Québec, qu'on vivait bien au Québec, et qu'on y a été plus de temps qu'ailleurs, tout simplement. Et c'est assez simple, hein, mais c'est des papiers. Donc il faut remplir tous les papiers pour tous les 5, prouver que nos enfants ont été à l'école et que ça s'est bien passé. Et après, on a un petit test de culture générale, mais on y est préparé. Ils nous envoient un document qu'on doit réviser, puis on se rencontre tous ensemble, puisqu'on est très nombreux à le passer en même temps. Et ensuite, on a les résultats, puis après, il y a une cérémonie officielle pour la citoyenneté. Et pour ta conjointe aussi, est-ce que ça a été facile de pouvoir s'intégrer au marché du travail? Ben oui, ça a été facile. Ça a été facile parce qu'on n'a pas cherché à s'obstiner à vouloir ce que nous on savait faire puis qu'on faisait avant. Donc ma femme, elle est psychologue de profession. Elle était psychologue scolaire en Nouvelle-Calédonie. Quand elle est arrivée en France, en Bretagne, elle a été dans les serres ramasser les tomates. Donc ici, elle est arrivée, elle a trouvé de la job en CPE, et puis ben, elle y est depuis maintenant dans un CPE en particulier, elle y est depuis plusieurs années, et ça se passe super bien, puis elle adore ce qu'elle fait. Donc le principal, c'est d'essayer de surtout s'adapter et puis pas chercher à avoir ce qu'on avait avant, quoi, tout simplement. Donc non, ça, au niveau de ma femme, ça s'est passé aussi naturellement, très bien. Elle a fait une équivalence au niveau du cégep. Elle a pris des cours pour être éducatrice en CPE. Et puis une fois qu'elle a eu son cours, ben, elle a été titularisée à son poste. Bien, Marc, je vois que tu es bien intégré, également ta conjointe et tes enfants aussi. Bien content de voir ça. Un gros merci pour ta participation à l'émission. Merci à vous. À bientôt. À bientôt. C'est tout pour cette semaine. La semaine prochaine, une émission qui va tourner autour du sport, puisque nous allons rencontrer l'athlète Naomi Boudreau-Guertin, qui fait du ski acrobatique et qui voyage un peu partout à travers le monde pour vivre sa passion, ainsi que Carlos Tremblay, qui est venu au Québec pour vivre lui aussi sa passion, c'est-à-dire le soccer. À la semaine prochaine!